Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. J'ai l'honneur de recevoir maître Stéphanie Benita. Bonjour maître. Bonjour. Je vais vous appeler Stéphanie, ça fera plus sympathique. Plus sympa. Merci beaucoup en tout cas d'être venu parmi nous aujourd'hui. Donc nous allons développer un sujet assez sensible, mais qui est beaucoup demandé par nos auditeurs et nos auditrices. Nous faisons régulièrement depuis quelques années des émissions avec vos confrères et vos consoeurs sur des thèmes que les parents nous demandent. Donc c'est un thème qui nous a été demandé, comprendre les violences intrafamiliales. Donc c'est un thème un petit peu compliqué. Je sais que vous êtes un peu spécialiste du sujet, Stéphanie. Donc vous êtes maman, voilà. Vous avez fait un master 2 de carrière judiciaire et vous avez bien entendu passé le certificat d'aptitude à la profession d'avocate. Vous avez prêté serment en 2009 et vous avez immédiatement démarré en tant que collaboratrice dans un grand cabinet. Vous faisiez de l'activité, donc vous faisiez du pénal à ce moment-là et vous n'avez pratiqué que la cour d'assises pendant 2 ans. Puis à l'arrivée de vos enfants, vous avez obtenu notre collaboration à temps partiel avec des activités dominantes dans le droit de la famille et le droit pénal pour vous permettre donc d'une part de développer votre activité et d'une part d'avoir le temps avec vos enfants. Et en 2019, donc vous êtes installé à votre compte et vous pratiquez donc le droit pénal et le droit de la famille avec une prédominance pour les violences conjugales. Donc je vais faire une petite introduction, mais c'est surtout vous qui allez nous l'expliquer. Donc les violences intrafamiliales, qu'est-ce que c'est? Ce sont des violences qui interviennent au sein de la famille et du foyer. Elles sont généralement le fruit de violences conjugales au sein du couple, mais et surtout aussi également des violences auprès des enfants, car les violences conjugales peuvent atteindre les enfants, mais il y a des violences intrafamiliales sur les enfants également. Donc attention, violences intrafamiliales, ça ne veut pas dire des coups, ce peuvent être des violences verbales, physiques, psychologiques, économiques ou sexuelles. C'est très important de le préciser parce qu'on entend souvent « Oh, ça va, tu n'as pas été frappé ». Mais c'est pas ça la violence. Et je pense que c'est très important de le préciser dans nos émissions parce que je pense qu'il y a peu de gens qui comprennent ce que c'est vraiment la violence intrafamiliale. Alors, comment reconnaître ces violences? Vous avez nous l'expliquer, comment elles se caractérisent et au moment où les personnes parlent et contactent un avocat, quel est votre rôle dans ce moment-là? Remettez-nous le curseur, Stéphanie, en mentionnant quelles sont les violences intrafamiliales et comment, à un moment donné, cela éclate. Oui, merci. D'abord, merci pour votre invitation pour parler de ce sujet extrêmement grave. C'est un fait de société majeur. Comme vous l'avez dit, maintenant, depuis quelques années, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Les pouvoirs publics se sont emparés de ce sujet. C'est tant mieux, mais il y a encore énormément de travail à faire. On a un travail législatif qui se fait depuis quelques années avec quelques lois par-ci, par-là pour protéger essentiellement les femmes, parce que ce sont essentiellement elles qu'il faut protéger, mais également les enfants. Mais c'est pas assez, c'est pas suffisant. On a du retard par rapport à certains pays d'ailleurs. J'aimerais l'aborder parce que ça c'est quelque chose quand même qui est assez étonnant avec un pays comme la France en 2024. On a un pays voisin, l'Espagne, qui s'est emparé de ce sujet et qui aujourd'hui a réussi en tout cas à réduire les chiffres de victimes de violences intrafamiliales, de violences conjugales, parce que l'Espagne dès 2004 a adopté une loi complète, une loi globale pour protéger femmes et enfants victimes de ce type de violence-là. Nous en France, on a 20 ans de retard en fait. On a quelques lois, je vous disais, par-ci, par-là. Il y a du travail qui a été fait et c'est tant mieux. Il y a un accueil maintenant aussi qui est réservé particulièrement à ces femmes qui rentrent, qui poussent la porte d'un commissariat et on sait à quel point c'est dur, mais c'est pas suffisant. Alors, vous le disiez, violences intrafamiliales, ce sont les violences au sein du foyer. Ce sont les violences au sein du foyer, mais même au sens large, c'est-à-dire que ça concerne parents, parents-enfants, femmes, conjoints, épouses, concubins. Ça concerne également les grands-parents, les beaux-parents. C'est la famille au sens large. Et pas nécessairement non plus dans le foyer. C'est-à-dire que oui, on entend la famille, le foyer, la maison. Je pense à ça parce que là, tout récemment, il y a une loi encore qui a été adoptée en matière d'ordonnance de protection cet été, qui estime que pour obtenir cette ordonnance de protection, il n'y a même pas eu besoin, par exemple, de cohabitation dans le couple. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en effet, c'est le foyer au sens large. Les violences, vous l'avez rappelé et vous avez raison de le dire. C'est pas que les coups. C'est pas que le fait d'être frappé, parce que on relativise beaucoup les violences, par exemple psychologiques, les violences verbales, et on sait que les mots peuvent parfois faire plus mal même d'ailleurs que les coups.
Il y a les violences physiques, les coups, les agressions. Il y a les violences, vous l'avez dit, psychologiques. Le fait d'être harcelé, le fait d'être rabaissé quotidiennement, le fait d'être insulté au point de se sentir dénigré, au point de se sentir dévalorisé, avec des conséquences psychologiques qui sont extrêmement graves derrière. Et vous l'avez dit, bien sûr, il y a aussi les violences sexuelles et les violences dites économiques. Alors économique, c'est quoi? C'est le fait d'empêcher son conjoint, son concubin de travailler, de gagner sa vie. C'est le fait de le priver de ressources financières, de le cloîtrer à la maison et de l'empêcher de pouvoir avoir quelques subsides pour pouvoir vivre, sortir dehors. Ça aussi, c'est un type de violence. Alors, tout ça, ça s'est fait, je vous le disais, en quelques temps. Il n'y a pas une loi qui a inscrit dans le marbre ce type de violence-là. C'est la jurisprudence, ce sont les magistrats, c'est l'évolution de la société qui a permis, en effet, d'arriver à cette description de ce panel-là de types de violence. Je vous le disais, on a quelques mesures législatives qui ont démarré en 2010 avec l'ordonnance de protection. On y reviendra tout à l'heure, les mesures d'urgence pour protéger les femmes. Et je vous le disais encore, là, il y a récemment quelques mois, encore des lois, parce que finalement, notre système est insuffisant pour protéger la femme, pour protéger l'enfant victime directe de violence, mais également victime indirecte. L'enfant témoin des violences, l'enfant qui assiste aux violences de ses parents. Cet enfant-là, enfin, depuis quelque temps, est également protégé parce qu'on considère que c'est une victime à part entière. Je suis désolée, je suis un peu émue quand je fais ces sujets-là. Je comprends. Donc, je suis... voilà. Donc, beaucoup de familles, malheureusement, subissent ça et ne parlent pas. Oui. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des représailles, ils ont peur de l'éclatement de la famille. Ils ont peur de ne pas être crus. Ils ont peur de ne pas être crus aussi. À quel moment, vous qui avez l'habitude de voir ces familles, à quel moment ça éclate? On parle de l'expression la goutte qui fait déborder le vase. Les femmes, quand elles viennent me voir, parce que je dis les femmes, parce que c'est vrai qu'à 97%, il faut savoir, les ordonnances de protection sont demandées par des femmes. Quand elles viennent me voir, c'est la goutte de trop, c'est la claque de trop, c'est le mot de trop, mais il y a des années derrière souvent. Je pense à une femme en particulier, 10 années de violence conjugale, 10 années de coups, 10 années d'insultes, 10 années de rabaissement. Et puis au bout de 10 ans, il y a la scène de trop, la scène qui va se produire devant l'un de ses enfants, qui avait à peine 3-4 ans, je crois. Et là, elle s'est dit, c'est pas possible. Là, à partir du moment où mon enfant voit ça, mon enfant assiste à ça, là, je dois me sauver, je dois sauver ma famille et je dois partir. Et donc là, quand je le reçois, ces rendez-vous souvent sont longs, parce qu'il faut écouter, il faut recueillir, parce qu'on ne parle pas forcément de l'instant T, de l'instant qui amène à voir l'avocat, c'est-à-dire du fait qui s'est produit tel jour. C'est toute une histoire derrière. Et on nous raconte tout ça, on écoute, surtout longuement, on invite bien sûr à déposer plainte. Fort heureusement, maintenant, l'accueil qui est réservé à ces femmes-là est meilleur, dans le sens où on a même maintenant des sections qui leur sont spécialisées, des couloirs qui leur sont spécialisés physiquement dans les commissariats. Je viens déposer plainte pour violence conjugale. Elles ont une file particulière pour être reçues plus vite et reçues par des policiers qui ont reçu des formations justement pour écouter ces femmes-là, ce qu'on ne savait pas faire avant. Qu'on ne savait pas faire avant. Ces femmes-là, il y a quelques années encore, quand elles venaient me voir, elles me disaient, voilà, le policier m'a reçu, mais j'ai vraiment l'impression qu'il se moquait de moi, ou qu'il relativisait, que c'était pas vraiment très grave, mais ou sinon qu'on me remettait en cause en disant, mais madame, pourquoi vous n'êtes pas partie avant? Je comprends pas, vous avez subi tout ça pendant tout ça. Fort heureusement, tout ça, ça évolue et ça change. Et ces femmes-là, on les accompagne très vite, parce qu'il faut réagir souvent dans l'urgence, dès le dépôt de plainte. Madame, est-ce que vous êtes allée voir un médecin pour faire constater vos blessures? Si oui, sinon, on les oriente. Et déçu de ça, on prend les premières mesures judiciaires, on ouvre les procédures, parce qu'il faut être rapide. Il faut être rapide pour protéger cette femme-là, pour protéger les enfants s'il y en a, pour pouvoir obtenir rapidement une réponse judiciaire pour qu'elle puisse être protégée par la justice. Concernant les enfants, maître, je suppose que c'est les mamans qui viennent prendre conseil auprès de vous pour les enfants. Oui. On appelle violence intrafamiliale, on le répète, pas forcément les coups. À quel moment les mamans disent non, là c'est plus possible, nos enfants sont malmenés par leur père. Bon, on dit malheureusement les pères parce que c'est ce qui se passe le plus possible, hein, c'est pas pour incriminer. Non, voilà. Absolument pas. À quel moment les enfants sont victimes? Alors vous l'avez dit, parce qu'ils ont vu la maltraitance, mais eux, à quel moment on peut parler de violence sur eux? À partir du moment où le simple fait pour un enfant témoin d'une victime de violence, témoin des insultes d'un parent vers l'autre parent, cet enfant est victime.
C'est-à-dire qu'il y a eu des études récentes qui ont démontré qu'un enfant de moins de 2 ans, quand il est en phase préverbale, c'est-à-dire qu'il ne peut pas mettre des mots sur ce qu'il voit, le simple fait d'assister à des faits de violence, qu'ils soient coups ou des violences psychologiques, qu'ils soient un dénigrement ou des insultes, a des répercussions extrêmement graves sur son cerveau et sur sa construction psychologique. C'est-à-dire que ces petits-là, encore plus quand ils sont tout petits, qui sont dans l'incapacité de mettre des mots, on sait le réel trauma que ça peut avoir sur leur construction neurologique. Ça, on le sait maintenant. Et c'est pour ça que depuis 2021, on considère qu'il y a 2 choses. Le législateur a un peu évolué là-dessus, mais vous avez vu, c'est 2021. C'est il y a 3 ans. C'est tout récent en termes législatifs. Depuis 2021, on considère que l'enfant qui n'est pas victime de coups, qui n'est pas victime des brimades, mais qui voit et qui entend, est une victime qui peut se constituer partie civile devant un tribunal et qui peut se faire représenter par un administrateur ad hoc, c'est-à-dire une association souvent généralement, une personne autre que son parent, parce que forcément son parent, l'un des deux est mis en cause. Mais également on considère depuis 2021 que le simple fait d'assister à ces violences, que donc souvent le conjoint frappe son épouse, sa compagne, c'est aussi une circonstance aggravante si l'enfant assiste aussi à ces violences. Donc on a replacé l'enfant en tant que victime dans notre arsenal législatif, et c'est tant mieux, on lui a redonné de la place qu'il n'avait pas avant 2021. Tout à fait. Tout à fait. Les choses évoluent et c'est ce qui est très bien. J'ai l'impression que les enfants, d'autant plus les jeunes filles de maintenant, ont plus de facilité à dénoncer. Parce que je pense qu'il y a aussi un travail qui est fait au sein du milieu scolaire. On parle de harcèlement à l'école, mais aussi on parle de harcèlement des femmes, de harcèlement de rue. Donc j'ai l'impression que les mentalités évoluent chez ces jeunes femmes et qu'elles ont plus de facilité, que ce soit même de la part de leur père, en disant non, tu ne me traites plus comme ça. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en effet, alors les jeunes femmes et les jeunes hommes aussi, parce que vous voyez, hier il y a une publication sur Instagram que j'ai vue, il était écrit éduquez vos filles, et c'était barré pour dire non, protégez vos filles, c'était barré pour dire non, éduquez vos garçons. C'est-à-dire que le système scolaire, le fait qu'on en parle dans la société, le fait qu'on en parle dans les médias, le fait qu'on en parle dans les réseaux sociaux, le fait que nous, en tant que maman, nous en parlions aussi à nos filles. Ton intimité doit être protégée. On ne peut pas te faire de mal. On ne peut pas te toucher sans que tu ne sois d'accord. Le fait, nous-mêmes avons changé dans nos discours, dans la façon d'élever nos enfants. On n'élève plus nos enfants comme il y a 20, 30 ans, 40 ans, où c'était des sujets tabous qu'il ne fallait pas aborder. On aborde cela maintenant à la maison. On aborde cela en effet à l'école. Et c'est tant mieux, parce que vous l'avez parlé du phénomène d'harcèlement scolaire. Les écoles sont en alerte là-dessus. Et pareil, ont mis en place des dispositifs importants pour que la parole se libère. Donc oui, nos filles et nos jeunes garçons aussi maintenant sont au fait de ces questions-là, et ils connaissent les limites. Ils savent la loi, ils connaissent la loi, et ils savent que leur corps doit être protégé, que leur corps, voilà, on n'a pas à leur faire du mal. Et parce qu'on communique, parce qu'en permanence, à la télévision, sur les réseaux, on en parle, et c'est tant mieux, et j'espère que c'est ça qui fera évoluer peut-être les choses dans le bon sens. Je le crois et je le pense. Je l'espère, parce que nos chiffres à nous, contrairement à l'Espagne qui diminue de moitié d'année en année ses chiffres sur les violences intrafamiliales, nos chiffres augmentent encore. Donc c'est qu'on a encore du travail, c'est pas fini. Mais ce changement de discours, moi je suis une réelle optimiste, donc j'y crois aussi, voilà, pour le coup. J'y crois aussi qu'en changeant les mentalités, en inculquant ça à nos petites filles, à nos petits garçons, dès le plus jeune âge, hein. Bien sûr. Dès le plus jeune âge, il faut en parler à nos petites filles, à nos petits garçons. Ton corps, c'est ton corps. On n'a pas à te faire du mal. Et puis le respect de ta personne. Le respect de ta personne. Parce que des fois, ce ne sont pas des coups. Non. Des fois, ce ne sont pas... Et c'est sur ça que j'insiste, en fait. Oui, vous avez raison. C'est sur ça que j'insiste, parce que la violence intrafamiliale, c'est des paroles. C'est ça. C'est des paroles. Il y avait une toute jeune femme que j'ai reçue il y a pas très longtemps, 25 ans, qui venait me voir, me consulter pour une procédure de divorce. Et elle m'expliquait un petit peu, elle s'est mariée très vite, elle a eu 2 enfants très vite, 2 petites filles elle aussi, tiens. Et elle me disait que son mari quotidiennement l'insultait. Il la frappait pas. Elle me dit, mais il me frappe pas. Mais tous les jours, il me rabaisse, tous les jours, il m'insulte. Et elle hésitait à entamer cette procédure de divorce. Elle savait pas si elle devait faire, pas faire, parce que culturellement aussi, c'est compliqué aussi de lancer une procédure de divorce et d'annoncer ça à la famille. Dans certains milieux, ça peut être très compliqué. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous aimeriez qu'un homme parle comme cela à vos petites filles? Elle m'a dit, mais jamais de la vie. Jamais de la vie, je veux qu'on respecte mes filles. Donc il faut que vous vous respectiez vous aussi. Et c'est vrai que finalement, ça a déclenché quelque chose chez elle, et elle a compris que c'était pas normal qu'on puisse lui parler comme ça. Et bon, donc on a initié cette procédure, puis après on verra derrière ce que ça va mener. Mais voilà, voyez, en tant que jeune maman,
ben, il me frappe pas, hein, elle me disait. Il me frappe pas, mais tous les jours il m'insulte. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal, ça. Je pense qu'on a, nous les femmes de maintenant, on a vraiment un rôle à jouer auprès de nos enfants. Ce qui n'était pas le rôle de nos grands-mères. Non. C'était pas inculqué comme ça. Culturellement, toujours pareil. Moi, j'entendais, c'est ton mari, il faut faire le dos rond. Voilà. Ouais, c'est vrai. On répond pas à son mari. Non. Non, c'est les anciennes générations de femmes. Et ce discours change fort heureusement. Et heureusement. Mais c'est vrai que oui, c'était ça. Il fallait en effet se plier aux exigences de son mari il y a quelques années. Fallait rien dire. C'est pas grave. Allez, il t'a mal parlé, c'est pas grave, il t'a frappé, mais c'était une fois, il le refera plus, etc. Enfin, on a entendu longtemps tout ça, et c'est vrai que finalement, c'est presque dans l'ADN, parce que c'est sur des millénaires, en fait, hein. Donc on est là sur quelques années à vouloir corriger des choses qui ont eu lieu pendant des millénaires, comme si c'était la normalité. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais j'y crois. Ouais, moi, vous voyez, on l'a dit presque en même temps. J'y crois beaucoup. Ouais. Maître, dernière question. Une fois que les procédures sont lancées pour rassurer nos auditrices qui nous écoutent, et elles et leurs enfants, qu'est-ce qu'elles craignent? Parce que je sais qu'elles ont peur. Elles ont peur de franchir la porte d'un commissariat, elles ont peur de franchir la porte d'un cabinet d'avocats. Mais quand elles le font, fort heureusement aujourd'hui, maintenant, on a des outils qui permettent à ces femmes-là qui viennent dénoncer, qui ont le courage de dénoncer, d'immédiatement d'être protégées. On a en ce qu'on appelle la procédure, par exemple, en ordonnance de protection. Très rapidement, sous 6 jours, on va rencontrer un juge aux affaires familiales pour demander à ce juge, voilà, il y a des violences vraisemblables, c'est ce que dit le texte. On ne parle pas de violences avérées, on ne parle même pas de dépôt de plainte, on ne parle pas de ça. Il y a des violences vraisemblables, dit le texte, et un danger. Et dans ces deux conditions, madame, on va pouvoir vous accorder ce qu'on appelle une ordonnance de protection, qui va prévoir des mesures de protection judiciaire, pour vous protéger à l'instant T. Interdiction pour monsieur de rentrer en contact avec vous de manière directe ou indirecte. Interdiction pour monsieur de paraître à votre domicile. Interdiction pour monsieur de paraître, par exemple, sur votre lieu de travail. Attribution du logement à votre nom, à votre bénéfice. Droit également vis-à-vis des enfants. On réserve pour le moment les droits du papa sur l'enfant. On protège également l'enfant par voie de conséquence. Et encore là, au mois de juin 2024, le législateur a amélioré encore ce dispositif, parce qu'avant, une OP, une ordonnance de protection, c'était valable 6 mois. Maintenant, c'est valable 12 mois, le temps de permettre à madame, finalement, d'un peu rebondir, etc. Mais surtout, en plus, ça, c'est intéressant, je ne l'ai pas encore vu mis en pratique, parce que ça date d'il y a 2 mois, mais c'est que pendant ce temps de 6 jours où vous rencontrez le juge, c'est-à-dire, vous déposez plainte, vous voyez votre avocat, dans l'urgence, il dépose une OP, il fait les papiers, il fait ce qu'il faut. 6 jours après, vous voyez votre juge, il y a 6 jours, il n'y avait rien, quoi. Et donc, la nouvelle loi, au mois de juin 2024, a prévu ce qu'on appelle l'OPPI, l'ordonnance provisoire de protection immédiate. C'est-à-dire que vous déposez plainte, le parquet voit qu'il y a danger, le parquet comprend que vous êtes en danger, on ne va pas attendre 6 jours pour que vous soyez protégé, on va prendre cette ordonnance provisoire qui, pendant ces 6 jours, va, vous protéger. Et à côté de ça, on aura des outils style téléphone grave danger, bracelet anti-rapprochement, des outils technologiques qui permettent aux femmes qui dénoncent enfin d'être physiquement, matériellement protégées. Alors attention, on manque de bracelets anti-rapprochement sur Marseille. Ça, c'est une vérité. L'année dernière, il y en a 963 qui ont été ordonnés dans toute la France. Un bracelet anti-rapprochement, c'est un système de géolocalisation. Et sur la victime et sur la personne mise en cause, qui permet en effet de maintenir une certaine distance. Attention, monsieur s'approche, on le sait, les forces de l'ordre sont averties. L'année dernière, il y en a 963 qui ont été ordonnés, qui ont été mis en place. Il y a 50 000 condamnations pour violence conjugale l'année dernière. Donc il y a un problème dans les chiffres. Comment que 900 bracelets comptent 50 000 condamnations pour violence conjugale? Il y a un grand écart. Pourquoi? Parce qu'on manque de moyens. Voilà, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure, on en parle dans les pouvoirs publics, notre gouvernement, et tant mieux, on a fait une cause nationale, et c'est très bien. Donner des moyens d'action, donner des bracelets anti-rapprochement au parquet, pour que quand ces femmes-là viennent et qu'elles osent, qu'elles ont le courage de franchir la porte d'un commissariat, elles soient protégées à l'instant T avec des dispositifs qui existent dans la loi. Maître, merci beaucoup. Merci j'aurais une dernière question à vous poser, une question positive, et j'espère que vous allez nous donner de bonnes nouvelles. Ouais. Je sais que ces femmes, après, vous devez avoir de leurs nouvelles. Bien sûr. Quelle est leur vie après ? Eh ben, de bonnes nouvelles généralement. C'est-à-dire qu'elles refont leur vie. Donc souvent elles s'installent ailleurs. Elles quittent Marseille. Elles vont dans d'autres villes. Elles rejoignent d'autres membres de leur famille. Elles arrivent à s'épanouir. Je reçois des photos d'ailleurs souvent des enfants, d'elles, des enfants. Elles se remarient même parfois. Donc oui,
ces femmes-là, pour la grande majorité, en dehors des cas extrêmes qu'on connaît, parce qu'une femme, tous les 3 jours, on le sait, hein, qu'une femme meurt sous les coups de son conjoint, mais en dehors de ces cas extrêmes, ces femmes-là, oui, arrivent à se reconstruire, arrivent à avoir une belle vie derrière, loin de leur agresseur, loin du conjoint violent. Et donc c'est le signe d'espoir qui fait qu'on s'accroche et qu'on continue en tout cas à pratiquer cette matière. Merci beaucoup, maître. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.